Vous vous souvenez de Cœur de Dragon, ce film d'heroic fantasy des années 90 avec une sorte de sorceleur un peu ringard qui devient meilleur pote avec un dragon qui a la voix de Philippe Noiret? Selon votre souvenir, ou sur la foi de cette description sommaire, il se peut que Cœur de Dragon vous apparaisse comme étant un film d'aventure génial ou un véritable navet bien gênant. Laissez-moi vous dire la vérité, les deux sont vrais. Et ça, c'est parce que le film a été victime d'un terrible braquage artistique dont je vais vous raconter toute l'histoire. Je dois aller sauver le dragon qui vient avec moi. En 1996, sort au cinéma Cœur de Dragon, une épopée un peu niaise dans laquelle un noble chevalier, incarné par Dennis Quaid, fait ami-ami avec un dragon capricieux. Une aventure qui aura ravi pour un temps les jeunes enfants de l'époque, dont moi, avant que leur adolescence ne les projette dans les tourbillons Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Dans la lignée des films d'heroic fantasy étranges et originaux des années 80, comme l'Excalibur de John Boorman, le Legend de Ridley Scott ou le Willow de Ron Howard, il faut bien admettre que le film de Rob Cohen n'aura pas laissé la même trace. Pourtant, quand on gratte un peu la surface du film, et surtout de l'histoire de sa production, on découvre l'œuvre qu'aurait dû être cette fable tragique et poétique sur l'alliance désespérée entre le dernier des dragons et le dernier des chasseurs de dragons, qui, en lieu et place de fable tragique, est à moitié devenue une comédie familiale. Bref, un projet porté par un auteur fou amoureux de son scénario, dont il fut dépossédé au détour d'une jungle hollywoodienne sans merci. Laissez-moi reprendre au début les aventures d'un dragon déchu. Tout commence avec Patrick Reed Johnson, un scénariste, réalisateur et producteur américain qui ne compte aujourd'hui à son actif que quelques films mineurs au titre alléchant comme Les Martiens ou Bébé part en vadrouille. Bref, un peu le fond de tiroir d'Hollywood quoi. Pourtant, à une époque, la carrière de Johnson a failli prendre un tout autre tournant. Tout commence en l'an de grâce 1988, quand le jeune Patoche décide de donner vie à une histoire qu'il a inventée, qui deviendra le projet de sa vie, et à laquelle il donnera tout ce qu'il a. Cette histoire, c'est celle d'un chevalier héritier des nobles préceptes de la table ronde, qui en vient à s'allier avec le dernier des dragons vivants pour arnaquer les paysans afin de survivre dans un monde qui se modernise et où les héros en armure et les créatures fantastiques n'ont plus leur place. Alors oui, à l'écouter aujourd'hui, dans ses interviews ou dans le making-of du film, qui sont un petit peu mes sources principales pour cette vidéo, Johnson souhaitait en faire un film drôle, en partie, mais surtout une fresque mélancolique et touchante sur la fin d'un monde rêvé et la mort de ses idéaux. Est-ce un hasard si les romans du sorceleur, donc c'est-à-dire The Witcher, ont commencé à être publiés peu de temps avant ? Eux qui racontent aussi l'histoire d'un chasseur de monstres solitaire dans un Moyen-Âge imaginaire? Allez savoir, mais là on retrouve bien le motif d'un chevalier solitaire aux cheveux longs qui arpente la campagne sur son destrier en cherchant à se faire payer par des villageois pour buter du dragon. Sans oublier le petit sidekick bavard qui le suit pour composer des ballades sur ses exploits, comme Jasquier mais avec la tête de Pete Postlethwaite. Comme Jasquier mais avec la tête de Pete Postlethwaite, on dira que ça passe. Et sans oublier les entraînements au combat dans les ruines d'une ancienne forteresse qui rappelleront beaucoup la formation de Ciri dans la cour de Kaer Morhen aux joueurs de The Witcher 3. Mais là je fais de l'anachronisme. Toujours est-il que Johnson, animé d'un vibrant espoir, présente son pitch à une certaine Raffaella De Laurentiis, qui n'est autre que la fille du célèbre producteur italien Dino De Laurentiis. À cette époque, Raffaella a déjà à son actif la production de Conan le Barbare et de Dune, donc elle est un peu la personne indiquée pour faire battre ce cœur de dragon. Et bam, ça rate pas, De Laurentiis adore l'histoire et décide de la produire. C'est là que le rêve, mais aussi le cauchemar, commence pour Patoche. À l'époque, De Laurentiis, fille, est sous contrat avec Universal et elle leur amène donc le projet et la société accepte de signer le film. Sauf que le projet n'est pas sans risque et ça, le studio ne le perd pas de vue. On parle quand même d'un film live action dont l'un des deux personnages principaux est, de 1, un énorme dragon, de 2, qui parle, de 3, qui vole et qui crache du feu. Le défi est assez énorme et Universal n'est pas chaud du tout pour le confier à l'auteur, Patoche, parce que c'est un inconnu. Donc s'il veut vraiment réaliser le film lui-même, le studio n'investira pas plus de 22 millions de dollars, c'est-à-dire pas beaucoup. Dites-vous que le Willow de Ron Howard, lui, s'est fait pour 35 millions sans modélisation numérique en 3D. Et c'est à Raffaella De Laurentiis de se débrouiller pour faire rentrer le film dans ce budget. Et la solution la plus crédible pour ce budget, c'est de fabriquer une marionnette de dragon téléguidée. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un travail de titan, et la production fait appel à l'atelier Jim Henson's Creature Shop, la compagnie de Jim Henson, comme son nom l'indique, marionnettiste de génie, décédé en 90, qui n'est autre que le créateur du Muppet Show et le réalisateur de Dark Crystal. L'équipe de l'atelier passe 8 semaines à mettre sur pied un dragon impressionnant et magnifique, qui est livré juste à temps pour le test prévu par la production. Le test en question consiste à tourner le brouillon d'une séquence du film, en l'occurrence celle où Bowen se dispute avec le dragon autour d'un feu de camp.
Ah, et j'ai pas précisé que Bowen choisit de nommer le dragon... Draco. Draco. It means dragon in the scholar speech. No shit, Sherlock. Ce qui n'est pas sans me rappeler moi-même lorsque j'étais enfant et que j'avais fait preuve de beaucoup d'originalité en appelant ma panthère en peluche Panthera et ma grenouille en peluche Grenouilla. Bref, promettez-moi un truc les enfants. Si jamais un jour vous avez un dragon, appelez-le Jean-Kévin ou Biscotte, mais pas Draco, d'accord? Ok, mon frère il avait un dragon en peluche incroyable qui s'appelait Draco, mais c'était en référence au film, c'était un move de cinéphile, alors ça passe. Détail amusant. Dans ce brouillon filmé, alors que le casting n'a pas encore été fait, c'est un jeune acteur anglais inconnu qui enfile le costume le temps du test et qui s'appelle Clive Owen. À l'époque, il était un peu jeunot pour décrocher le rôle, mais t'inquiète Clive, ton heure viendra. Face à lui, la formidable maquette des disciples de Jim Henson s'anime pour livrer la performance d'une vie. Et d'une toute petite vie, parce que malheureusement, Universal n'est pas convaincu par le résultat de la maquette. Si Geoffrey était là, il dirait sans doute que le résultat rappelait trop le dragon du film, le dragon du lac de feu, sorti en 1981, auquel Geoffrey voue une sorte de sombre culte, mais la vérité c'est que les financeurs ont peur que les mouvements du dragon ne soient pas assez fluides et que la maquette soit difficilement maniable pour les séquences d'action et de vol. On abandonne donc la marionnette et c'est là qu'arrive le vrai dilemme. Universal veut du numérique. Mais le numérique, ça coûte plus cher, surtout à l'époque, et il refuse pour autant d'augmenter le budget tant que le projet n'est pas confié à un réalisateur chevronné. Autant vous dire que ça commence à sentir le roussi pour Patrick Reed Johnson, mais lui, il continue de développer son bébé. Ça fait notamment des mois qu'il travaille sur le scénario avec Charles Edward Pogge, le scénariste de La Mouche, qui avait, selon lui, le talent nécessaire pour vraiment donner le maximum de son histoire et de ses personnages. En parallèle, Patoche imagine aussi son casting de rêve. Liam Neeson dans le rôle de Bowen, et avouez que ça aurait été vachement bien, Kenneth Branagh dans le rôle du méchant roi Aenon, et Elizabeth Hurley dans le rôle de la jeune Kara. Et aussi Sean Connery pour faire la voix de Draco, et ça c'est le seul élément de casting qui sera effectivement respecté selon les désirs de Patoche, parce que le reste ne va pas se passer comme prévu. Universal a déjà envie, à ce stade, de tirer le film vers quelque chose de moins sérieux, de plus familial et second degré. C'est pourquoi il propose notamment de remplacer la voix de Sean Connery par celle de Whoopi Goldberg. Déjà star de Sister Act à l'époque, ce qui n'est pas au goût de Patoche qui se voit mal moderniser son histoire de chevalier. Lui, il veut la voix de bon gros patriarche de Sean Connery et il l'aura. Mais pour le rôle de Bowen, c'est pas encore gagné. Universal considère que Liam Neeson n'est pas vendable dans le rôle d'un héros, chose qui a bien changé depuis. Eh bien, tu en auras mis du temps. Puisqu'à ce moment-là, il est surtout connu pour Darkman, un film dans lequel il incarne un personnage trop sombre, comme son nom l'indique, pour les goûts du studio. Alors personnellement, ça m'énerve parce que je pense que Liam Neeson, même s'il avait pas encore eu les cheveux longs à l'époque, aurait été un bien meilleur pseudo-Geralt de Rive que Dennis Quaid, mais bon, ce qui est fait, est fait. Et puis, ça aurait pu être pire. Parce qu'Universal se met à envisager plein d'acteurs pour le rôle, certains très pertinents, comme Gabriel Byrne, Timothy Dalton ou Pierce Brosnan, et certains plus improbables, comme Kevin Bacon, Arnold Schwarzenegger et surtout Tom Hanks. Tel que Patrick Reed Johnson le raconte, il a prévenu Universal que Tom Hanks, héros ingénu de comédies feel-good et de petits drames mignons, n'avait rien à voir avec le ton du film, et qu'il les enverrait balader. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait, a priori. Apparemment, il leur a dit « Écoutez les gars, votre scénario, très cool, mais pourquoi vous me l'envoyez à moi ?» Bon, et c'est pas le seul problème dans le casting, parce que je vous ai dit que Kenneth Branagh était envisagé pour jouer le rôle du méchant. Mais le problème, c'est que du coup, Universal essaye de l'engager pour jouer le rôle, mais aussi pour réaliser le film, puisque le metteur en scène et interprète de Henry V, Dead Again, Peter's Friends, Beaucoup de bruit pour rien, Frankenstein et Hamlet a l'habitude de se diriger lui-même. Bon, il se trouve que ça se fera pas parce que Branagh demande beaucoup plus de thunes qu'Universal n'est prêt à lui en donner, mais l'idée est bien ancrée. Et si c'était un réalisateur plus connu qui reprenait le film et décrochait un meilleur budget? Et oui, y a plus rien à faire, à cause de son manque de renommée et d'expérience, Patoche est poussé vers la sortie de son propre projet, à son grand désespoir, et comme ça arrive malheureusement tous les jours dans le monde du cinéma. De sa volonté initiale, il restera l'histoire et le scénario de Charles Edward Pogge, ainsi que la voix de Sean Connery. Mais pas grand chose d'autre, comme on va le voir. Dans un premier temps, Universal a l'idée plutôt bonne de vouloir confier le projet à Richard Donner, réalisateur des Goonies et de L'Arme Fatale, qui a déjà touché à la fantaisie médiévale avec Lady Hawk, sorti en 1985. Franchement, Cœur de Dragon par Richard Donner, j'aurais adoré voir ça. Mais au bout de 6 mois de travail infructueux, pendant lequel le projet n'avance pas, Donner jette l'éponge et reprend une activité normale. Et on ne va pas trop s'en plaindre, puisqu'en 1997 sortira son génial Complot, dont on parle trop peu souvent. C'est Raffaella De Laurentiis qui choisira le réalisateur qui sera finalement celui du film, à savoir Rob Cohen. Aïe. Aujourd'hui, Rob Cohen est connu pour avoir réalisé Daylight, le premier Fast and Furious, Triple X ou encore La Momie, la tombe de l'empereur dragon. Et accessoirement, depuis 2019, Cohen est aussi accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, dont sa propre fille. Pas reluisant ni devant ni derrière la caméra, donc. Mais à l'époque, si De Laurentiis jette son dévolu sur lui, c'est parce qu'elle a produit son précédent film, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, oui ça fait beaucoup de dragons, qui raconte la vie de la star des arts martiaux et qui a le mérite d'avoir coûté seulement 16 millions et d'en avoir rapporté
63,5. Faudra qu'on m'explique en quoi le CV d'un type qui a réalisé 3 films pas connus, sauf un biopic qui n'a pas trop mal marché et sans expérience dans la fantasy, était tellement meilleur que celui d'un type qui a réalisé 3 films pas connus sans expérience dans la fantasy. Mais écoutez, pour une raison qui m'échappe, Universal est convaincu, et cette fois, il décide d'allonger les billets pour mettre un coup d'accélérateur à la production de Cœur de Dragon. Et c'est comme ça que le film finira par coûter 57 millions de dollars plutôt que 22 millions. C'est ainsi qu'une nouvelle phase de travail commence sur un film dont on vient de couper la tête. Nous voilà donc rendus en 1993, et ça fait déjà plusieurs années que le projet piétine. Mais un événement va rebooster la production du jour au lendemain. Raffaella De Laurentiis et le nouveau réalisateur Rob Cohen se rendent un jour à la projection d'un petit film sans ambition appelé Jurassic Park. Le nouveau Spielberg qui s'apprête à casser le box-office et à révolutionner le monde des effets spéciaux. Au sortir de la séance, le duo tombe d'accord. Il faut que le futur Draco soit conçu de la même manière que les dinosaures de Tonton Steven. Sauf que là où le tyrannosaure et ses petits camarades ne représentent que 6 minutes 30 de temps d'écran en images de synthèse, Draco est censé voler la vedette pendant pas moins de 23 minutes de film à lui tout seul. Il faut donc pousser la technologie plus loin. Et ça commence déjà avec le travail du génie Phil Tippett, superviseur des effets spéciaux sur le film, comme il l'avait déjà été sur Jurassic Park, Robocop, Willow et, entre autres, le fameux dragon du lac de feu que Geoffrey aime tant. Avec le sculpteur Peter Koenig, Tippett commence à imaginer l'apparence de Draco en fonction de ce que Rob Cohen souhaite. Et laissez-moi vous dire qu'il souhaite beaucoup de choses. Le réalisateur veut que le dragon rappelle les lions qui gardent l'entrée des temples chinois, pour leur aspect très fier et leurs 4 pattes. Il faut aussi qu'il rappelle un boa constricteur à travers une mâchoire extensible et des crocs rétractables, mais également un gorille pour le museau arrondi, qui fasse plus mammifère que reptilien. Et puis, accessoirement, il faut aussi trouver une manière, avec tout ça, de le faire ressembler à Sean Connery, donc, puisque l'acteur lui donnera sa voix. Et avec cette recette, je pense qu'on n'est pas loin d'obtenir des chocs à pic. Mais on obtient surtout Draco, qui, c'est vrai, à défaut d'être un tant soit peu effrayant, ressemble à un gros chat avec des ailes et des écailles, une sorte de dragon bien dragonneux, mais un peu rassurant quand même, un peu pour les enfants quoi. Sinon, vous vous rappelez comment les dragons du règne du feu ils étaient trop stylés? Dites-le en commentaire si vous pensez que je devrais faire pression à la rédac pour faire une vidéo qui réhabilite le règne du feu. Ah, ça me fait penser, le règne du feu, c'est un film auquel on a consacré un épisode de podcast. Et oui, parce qu'on existe aussi en podcast, et même qu'on s'appelle la Réu d'écran large. Perso, je vous conseille d'écouter, c'est quand même vraiment pas mal. Ça ressemble beaucoup à ce site qui s'appelle Écran large, je crois. Vous savez, le site où vous pouvez vous abonner pour pas cher pour soutenir notre travail, et avoir accès à plein d'articles d'analyse réservés aux abonnés. Voilà, celui-là. Abonnez-vous! Bref, le travail de conception de Phil Tippett va ensuite être transformé en créature numérique par Industrial Light and Magic, la boîte de George Lucas, qui va se donner sur ce projet, puisque Cœur de Dragon marquera l'histoire du numérique au cinéma, en étant le premier film présentant des décors en 2D, entièrement faits en CGI, avec des acteurs au premier plan. Et aussi en étant le film pour lequel sera conçu le logiciel caricature d'ILM, permettant d'animer avec précision le visage du dragon. D'ailleurs, Draco est aussi le premier dragon en CGI réaliste du cinéma, et le premier auquel ILM donne la parole, et donc l'animation qui va avec. Bon, entre-temps, le tournage démarre en Slovaquie, et sous l'égide de Rob Cohen, le casting est enfin fixé. Après qu'Harrison Ford, Mel Gibson et Patrick Swayze ont aussi été envisagés, c'est donc Dennis Quaid qui hérite du rôle de Bowen. C'était bien avant qu'il ne mange des crevettes en gros plan dans The Substance. Rob Cohen dira de Quaid qu'il voyait en lui la noblesse d'un chevalier de l'Ancien Code étant, dans le film, un ensemble de règles de bonne conduite dictées par le roi Arthur et auxquelles tout bon chevalier devait obéir. Mais patoche! Alors vous savez, le créateur original de Cœur de Dragon, il est très déçu de ce casting, ce qui ne changera évidemment rien. Il déclarera même que s'il adore Dennis Quaid et son travail, c'était très difficile de l'imaginer chevalier dans l'Angleterre du Xe siècle, tout comme il avait été difficile de croire en Kevin Costner dans le costume de Robin des Bois. Il dira même qu'il estime que Dennis Quaid a sauvé le film, et là on est d'accord qu'il abuse, mais qu'il n'était tout simplement pas fait pour ce personnage, contrairement à Liam Neeson. Patoche critiquera aussi le choix de Dina Meyer, vue dans Johnny Mnemonic et Beverly Hills 90210, qui interprète aussi Kara, avec, on est d'accord, un style qui fait plus Hollywood du 20e qu'Angleterre du 10e. Patoche souligne aussi la manière dont l'actrice sera affublée tout au long du film d'une perruque assez affreuse qui a tendance à changer de longueur et d'aspect d'une scène à l'autre. Par ailleurs, Rob Cohen disait vouloir faire d'elle plus une héroïne d'action qu'une jante demoiselle d'amour courtois. Or, ce qu'il a surtout fait, c'est réduire drastiquement son rôle, tout comme il aura drastiquement réduit celui de la reine Aislinn, qui aurait pu être
passionnant et qui est incarné par une Julie Christie qui méritait beaucoup mieux que ça. Enfin, en lieu et place de Kenneth Branagh, c'est David Thewlis qui devient le méchant roi Aenon, engagé parce qu'il jouait déjà une enflure dans un précédent film appelé Naked. Là encore, c'est un regret pour Patrick Reed Johnson, qui n'a rien contre l'acteur en lui-même, mais cette fois-ci c'est plutôt contre la manière dont il est dirigé et qui transforme le personnage en gamin capricieux, pourri du bulbe et à moitié fou dès le début, bien loin du méchant composé, taciturne et indiscernable qu'imaginait l'auteur. Pour en revenir à Dennis Quaid, l'acteur s'entraîne avec le maître karaté d'Hollywood, Kiyoshi Yamazaki, qui a aussi entraîné Arnold Schwarzenegger sur Conan le Barbare et Kyle MacLachlan sur Dune. Son travail permet d'apporter un parfum d'arts martiaux aux chorégraphies de combat, même si on peut pas dire qu'il y ait vraiment des scènes de bataille spectaculaires dans le film. Bon, et au milieu de tous ces acteurs, la vraie star du film, le dragon. Sachant que le dragon en question, sur le tournage, c'est des balles de tennis plantées sur des bâtonnets quand il parle avec Bowen, et c'est un petit planeur en tissu lorsqu'il est censé voler. Il y a tout de même 2 parties de Draco qui sont fabriquées en dur sur le tournage, et elles interviennent dans la scène de l'affrontement entre Bowen et le dragon. Les mâchoires de Draco sont fabriquées en taille réelle et animées mécaniquement pour que Dennis Quaid puisse tenir à l'intérieur, et il en va de même pour la patte sous laquelle il est coincé quelques minutes plus tard. J'ai rien de très croustillant à raconter sur le tournage à part ça, mais quand je vois le film, je m'interroge quand même sur certains choix de décors et la manière de les mettre en scène. Et je pense notamment au château qui représente Avalon, la forteresse en ruine où le roi Arthur est enterré. Je veux dire, le château là, à quel moment est-ce que cet éclairage il passe dans un film d'époque? Ok, je comprends qu'il voulait qu'on puisse voir le décor, en soi c'est pas moche, hein, mais c'est pas possible que ce soit le chef-op qui ait éclairé ça là. C'est juste l'éclairage municipal de nuit pour les touristes, non? Enfin bref. Le gros du travail sur Cœur de Dragon se passe en réalité en post-production, puisque celle-ci durera 13 mois de travail chez Industrial Light and Magic qui commence à faire vivre Draco image par image. Et rien que ça, la modélisation et l'animation du dragon, ça va coûter 22 millions de dollars en tout, soit le budget prévu au départ par Universal pour l'ensemble du film, à l'époque où c'était encore Patoche qui devait le réaliser. Mais alors attendez, parce que comme si c'était déjà pas assez compliqué, pendant la post-production, Rob Cohen commence le tournage de son prochain film, Daylight avec Sylvester Stallone. Pas de chance, c'est tourné à Rome, et Industrial Light and Magic, ils sont en Californie. Alors attention, nouvelle innovation technologique. Une technique de pointe sera inventée pour que Cohen puisse travailler avec l'équipe de post-prod à distance depuis Cinecittà, via des écrans interposés. C'est quasiment la naissance de la visio en fait. Et par ailleurs, j'ose pas imaginer la galère du décalage horaire. Et dans tout ce travail, l'un des défis d'ILM, c'est de faire en sorte que les expressions de Draco ressemblent à celles de Sean Connery. Alors qu'à l'époque, la motion capture qui permet de plaquer une modélisation 3D sur un vrai acteur, ça n'existe pas encore. Un monteur sera donc chargé de regarder l'entièreté des films de Sean Connery, dont Zardoz, j'imagine. The gun is good. The gun is good. The penis is evil. Et isole chaque scène en gros plan, de manière à pouvoir classifier les expressions de son visage selon chaque émotion, de façon à créer une banque de références très complète pour les animateurs. Est-ce que, avec ce travail de titan, Draco a fini par réellement ressembler à Sean Connery? Vous la voyez la ressemblance? On sait pas, hein? Peut-être que c'est mieux comme ça. Bref. Et même si ça fait 15 fois que je dis bref. C'est donc au bout de 8 années de travail acharné, si on reprend l'histoire depuis le début, que naît enfin Cœur de Dragon en 1996. Tout ça pour ça. Non mais en vrai, alors déjà je vais vous expliquer pourquoi j'aime tant ce film, et surtout ce qu'il a d'intéressant, c'est son statut de chaînon manquant entre héritage de Jurassic Park et pionnier pour des successeurs que seront des films comme Le Seigneur des Anneaux, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, il y a des effets qui ont cruellement vieilli et péché par ambition en voulant aller plus loin que Jurassic Park. Et en même temps, oui, il a ouvert la voie pour l'avènement de la fantaisie numérique. Après, la fantaisie pas numérique, c'est vachement bien aussi, hein. D'ailleurs, rappelez-moi de faire une vidéo sur Willow un jour. Non, l'autre Willow. Quoique. Face au résultat final, qui rapportera quand même plus de 115 millions de dollars, c'est-à-dire pas un raz-de-marée, mais un joli succès qui engendrera quand même 4 suites, qu'il ne faut surtout pas voir, Patrick Reed Johnson et le scénariste Charles Pogge sont évidemment très déçus. Pourquoi? Parce que Cohen a transformé l'épopée chevaleresque en comédie familiale, a tronçonné bon nombre de séquences avec lesquelles se sont envolées la profondeur des personnages, l'histoire d'amour entre Bowen et Kara qui ne ressemble plus à grand chose, alors que là aussi elle devait être belle et tragique, mais Cohen et Universal s'entendent comme larrons en foire, alors exit la violence, la tristesse, la sexualité, la noirceur, tout ça. Et bonjour l'humour cartoonesque qui brise un peu le mythe, avec Bowen qui se fait traîner à travers les arbres de la forêt, le frère Gilbert qui sert de comic relief un peu bêta, le dragon qui arrive pour terrifier une population et qui crie « Caché ou pas, Draco arrive !» avec la voix de Sean Connery en plus, ou de Philippe Noiret.
Bref, tout ça c'est cheap, c'est cucu, c'est ni drôle, ni émouvant, et c'est à des années-lumière de ce que devait être Cœur de Dragon au départ. Bon, mais alors pourquoi est-ce que j'adore ce film? Et peut-être que vous aussi d'ailleurs, au-delà de la simple nostalgie liée au fait qu'on l'a découvert enfant et qu'on y est sentimentalement attaché. Écoutez, déjà, moi, je suis une énorme vendue à tout ce qui touche de près ou de loin à la légende arthurienne. Donc vous me collez une scène à Avalon, de nuit, avec la voix du spectre du roi Arthur qui parle de la noblesse de ses chevaliers, et bref, et même oui, avec l'éclairage municipal, ça marche quand même. Eh bien oui, cette idée d'un monde fantastique qui s'éteint à petit feu, avec ses codes héroïques, ce caractère tragique d'un dragon dernier représentant d'une espèce décimée, qui pardonne à celui qui les a tués, ces personnages qui sentent qu'ils n'ont plus leur place dans cette époque, la noble créature fantastique qui partage son cœur avec un monstre indigne, la mélancolie globale de cette histoire, je trouve ça tellement beau. Certaines scènes fonctionnent même très bien en l'état, selon moi, comme celle où Draco, immense créature à la voix caverneuse et pleine de sagesse, est caché dans l'ombre et offre la moitié de son cœur au jeune mourant. Ou encore celle où le dragon doit convaincre Bowen que la meilleure chose qu'il puisse faire pour sauver tout le monde, c'est de le tuer. Et alors en parlant de beauté, mon dieu, mais la musique! Et pourtant ça aurait pu être terrible! Parce qu'à l'époque où Patoche était encore sur le projet, c'est carrément Jerry Goldsmith, auteur de certaines des plus belles partitions du cinéma, surtout celle de Brisby et le secret de Nîmes, on se comprend, a lui-même demandé à composer la musique. Ça c'est quand même drôlement classe. Mais loyal au projet initial, Goldsmith a fini par quitter le navire quand Patoche a été viré. Et qui aurait pu faire aussi bien que lui? Eh bien, Randy Edelman, compositeur fétiche de Rob Cohen, a la carrière moins prestigieuse que celle de Goldsmith, mais qui signe ici une bande-son tellement belle, émouvante, épique, mais mélancolique. Mais épique, mais quand même mélancolique, mais aussi quand même épique. Bref, en fait cette musique raconte à fond le film tel qu'il aurait dû être. La musique raconte mieux l'histoire que le film lui-même. Et ça, même quand les images nous font crouler sous la nunucherie gênante et larmoyante, par le coup de la musique, ça fonctionne. Et oui, je pense notamment à la dernière scène avec le coup des étoiles là. D'ailleurs, si jamais un jour vous voyez des étoiles faire un coup pareil dans le ciel, inquiétez-vous, parce que c'est pas bon signe. Pour être quand même honnête sur tout ce que je viens de vous raconter, je rappelle que tout ça, ce sont des choses qui ont été largement rapportées par Patrick Reed Johnson lui-même dans diverses interviews. Donc ça reste sa version des choses, même si elle semble très crédible. Et surtout, sur le papier, évidemment que son projet, il avait l'air génial. Mais c'est facile de dire qu'un film qui n'a jamais été fait aurait été génial, parce qu'on ne fait qu'imaginer ce qui nous aurait plu. Par ailleurs, Patoche, il n'a jamais pondu de chef-d'œuvre, ni avant, ni après Cœur de Dragon. Donc il n'y a aucun moyen de savoir à coup sûr si le film aurait été si bon que ça, si c'est effectivement lui qui l'avait réalisé et non pas Rob Cohen. Ce qui est sûr, c'est que Patoche en veut aujourd'hui à Cohen de s'être approprié certains mérites, comme celui du choix de Sean Connery pour la voix de Draco. Mais encore une fois, c'est difficile de tirer tout ça au clair, même si cette histoire ressemble à une multitude d'autres tragédies hollywoodiennes dans lesquelles des jeunes artistes se font déposséder de leurs œuvres pour des questions d'argent ou de notoriété. Si le destin fait bien les choses, peut-être qu'un jour Patrick Reed Johnson réussira à réaliser un remake comme il en rêve et nous montrera enfin sa vision du palpitant du dragon. En attendant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si l'œuvre actuelle la plus fidèle à ce qu'avait imaginé Patoche, finalement, ce serait pas House of the Dragon. Vraiment excellente série, j'en peux plus d'attendre la saison 3. Bref, j'en ai enfin fini avec tout ce que je voulais vous dire sur ce film charmant mais boiteux, à la fois ratage artistique et pierre angulaire de l'histoire du numérique, un film médiocre qui arbore les reflets de sa grandeur rêvée. Bref, un navet qui avait un cœur de chef-d'œuvre. Si cette histoire vous a plu et que vous avez encore du temps devant vous, je vous conseille la vidéo que ce brave Antoine a consacrée à Pirates des Caraïbes 3 et dans lequel il explique formidablement bien en quoi ce film aussi est une fable sur la disparition d'un monde mythologique face à la modernité. Moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de regarder vers les étoiles. Stop.